Shaka, désormais chef, regarde la région avec un calme effrayant. Il sait que la mort de Dingiswayo ne peut rester sans réponse. Il sait que Zweid ne se contentera jamais d'une demi-victoire. Il voit que sa survie dépend d'une seule chose, transformer son peuple, le réorganiser, le soulever et affronter ceux qui croient encore que les Zoulous ne sont qu'un petit clan insignifiant. Bienvenue sous le baobab. Je suis le griot des temps modernes. Aujourd'hui, je vous raconte Shaka Zulu, l'enfant exilé devenu roi, le guerrier qui a changé l'histoire. Ça commence maintenant. Avant de devenir un roi, un conquérant ou un symbole, Shaka n'était qu'un enfant. Un enfant dont la naissance n'a pas été accueillie par des chants, mais par des murmures et des regards de côté. Sa mère, Nandi, appartenait au clan Zoulou, mais sa grossesse hors mariage fut considérée comme une humiliation collective. Les anciens se réunirent, discutèrent de ce qu'ils appelaient un déshonneur et décidèrent que Nandi devait partir. Elle quitta donc le village, le bébé contre la poitrine. Repoussée comme si son fils portait une faute qu'il n'avait même pas eu le temps de commettre. Elle chercha refuge chez les Langani, un peuple voisin. Mais ce refuge n'avait rien d'une terre d'accueil. On l'y toléra par nécessité, non par compassion. Là-bas, les humiliations étaient au quotidien. On la faisait travailler sans relâche. On se moquait d'elle en public et on traitait Shaka comme un enfant indésirable. On racontait qu'il avait été conçu dans la honte, qu'il n'avait pas de place parmi les autres et qu'il ne deviendrait jamais rien. Le garçon grandit donc dans un climat où chaque sourire était rare et chaque repas incertain. Mais un enfant peut apprendre de deux façons, en recevant de l'amour ou en observant la cruauté. Shaka apprit de la cruauté. Il comprit très tôt que le monde ne pardonne pas la faiblesse. Alors il observa. Il observa comment les hommes s'écrasent devant les puissants, comment les lâches s'unissent pour humilier un isolé, comment les conflits se gagnent par la peur avant de se gagner par la force. Il apprit que la sécurité ne vient jamais de la faveur des autres, mais de la capacité à rester debout lorsque personne ne vous tend la main. Pourtant, au milieu de cette dureté, il y avait Nandi, sa mère, son pilier. Elle ne lui donnait pas grand-chose matériellement, mais elle lui donnait l'essentiel, une dignité qu'on ne pouvait pas lui voler. Chaque soir, elle rallumait un petit feu et murmurait à son fils que sa vie n'était pas un accident, qu'il n'était pas né pour ramper, que les épreuves ne sont pas là pour détruire, mais pour révéler. Elle lui disait que même si le monde lui refuse sa place, il doit la prendre lui-même. Pendant ces années, Shaka forgea deux certitudes, que la solitude peut devenir une armure et que le regard des autres n'a de pouvoir que si on l'accepte. Les Langeni ne faisaient que le repousser. Ils pensaient ainsi l'affaiblir. Mais en vérité, ils affûtaient sa détermination. Chaque brimade était une pierre de plus dans la construction d'une volonté inébranlable. Shaka n'apprit pas seulement à survivre, il apprit à comprendre les autres, à deviner leurs peurs, leurs stratégies, leurs intentions. L'enfant qu'il cherchait à diminuer devint un observateur silencieux, attentif, redoutable. Lorsque l'étau devint trop lourd, Nandi décida encore une fois de partir. Elle prit la route avec son fils, laissant derrière elle les humiliations, les rires moqueurs, les ombres du passé. Elle marchait sans savoir exactement où aller, mais avec la certitude qu'elle devait éloigner Shaka de ce qui voulait l'étouffer. Ce choix, simple en apparence, allait ouvrir au jeune garçon une porte inattendue, celle des Metetua, celle de Dingiswayo, celle où un exilé allait se découvrir une force qu'aucun de ses détracteurs n'avait pu prévoir. L'histoire de Shaka ne commence donc pas sur un trône, mais sur un chemin poussiéreux, dans le dos d'une mère qui refusait de renoncer. Et c'est là, dans cette marche sans garantie, que le destin commence à se lever. Lorsque Nandi quitte les Langeni, elle ne part pas en femme vaincue, mais en mère qui refuse de laisser le destin écrire à sa place. Elle marche avec son fils, encore jeune mais déjà marqué par les cicatrices de l'humiliation, à travers plaines, sentiers et rivières. Elle avance, guidée par cette intuition inexplicable que possèdent les femmes qui protègent. Quelque part, il existe un lieu où son enfant pourra enfin respirer. Ce lieu, elle le trouve chez les Metetua. Leur chef, Dingiswayo, est un homme que la vie a sculpté autrement. Il a lui aussi connu l'exil, les ennemis, la trahison. Mais au lieu de revenir amer, il est revenu transformé. Il a voyagé, observé d'autres peuples, découvert d'autres façons de gouverner. Il ne croit pas qu'un chef doit seulement inspirer la peur. Il croit qu'il doit inspirer l'ordre. Sous sa conduite, les Mtetua deviennent un peuple plus structuré, plus lucide, presque en avance sur leur époque. Quand Shaka arrive chez eux, ce n'est pas un prince, mais un adolescent maigre, silencieux, farouche. Il n'a rien d'un héros, rien d'un chef. Pourtant, dès les premiers jours, Dingiswayo remarque chez lui une intensité particulière. Cette intensité n'appartient pas aux enfants protégés. Elle appartient à ceux qui ont dû apprendre à comprendre le monde pour survivre. Shaka est intégré dans un impi, un régiment de jeunes guerriers. Là, il découvre une discipline qu'il n'avait jamais connue, les réveils avant l'aube,
les exercices interminables, l'apprentissage du bouclier, de la lance, de la coordination. Dans cette vie-là, rien n'est laissé au hasard. On ne se bat pas pour impressionner, on se bat pour vivre. Les autres jeunes le regardent parfois comme un étranger. Il parle peu, il rit peu, il ne cherche pas d'amis, mais il remarque vite quelque chose. Il ne fatigue jamais en premier, il n'abandonne jamais. Et surtout, il observe. Il regarde comment une ligne se désorganise, comment un guerrier hésite, comment la poussière peut masquer un mouvement, comment la peur peut gagner un groupe avant même le premier coup. Dingiswayo voit cela, il voit le regard, ce regard qui, au combat, pèse plus que la force, ce regard qui analyse, qui anticipe, qui calcule. Il sait que Shaka n'est pas seulement un garçon en quête d'acceptation, c'est un esprit en train de se révéler. Sous l'autorité de Dingiswayo, Shaka vit pour la première fois dans un monde où la valeur d'un homme ne dépend pas de sa naissance. Ici, ce qui compte n'est pas le nom que l'on porte, mais ce que l'on est capable de donner. Et cela, c'est un langage que Shaka comprend. Les années passent, Shaka gagne en force, en précision, en endurance. Il commence à imposer son style sans même s'en rendre compte. Lorsque les jeunes s'entraînent, il se place différemment, il ajuste son bouclier autrement, il avance lorsqu'on recule, il serre ses rangs alors que les autres s'éparpillent. Rien de cela n'est spectaculaire, c'est subtil, c'est discret. Mais pour un chef comme Dingiswayo, c'est évident, ce garçon ne reproduit pas les règles, il les interroge. Dans ce refuge Mtetwa, Shaka découvre une chose qu'il n'avait jamais eue, une place. Pas celle que l'on donne par pitié, mais celle que l'on gagne par mérite. Il ne devient pas populaire, ce n'est pas dans sa nature, mais il devient respecté. Les guerriers, plus âgés que lui parfois, disent entre eux « Celui-là, il ne pense pas comme nous, il voit plus loin. » Et ils ont raison, l'enfant humilié des Langeni est en train de devenir un soldat. Et derrière ce soldat, un stratège s'éveille. Un stratège que rien, pas même la tradition, ne pourra retenir. Ce que Shaka apprend chez les Mtetwa, c'est que la guerre n'est pas seulement un choc d'hommes, mais un choc d'idées. Et qu'un jour, ce choc-là, il en sera le maître. Les jeunes guerriers Mtetwa s'entraînent jour après jour sous le regard de leur chef. Ils répètent les mêmes gestes, les mêmes charges, les mêmes retraits. Ils lancent leurs lances longues, les umkonto, comme leurs ancêtres l'ont toujours fait. Les combats de l'époque ressemblent à des chorégraphies anciennes. On avance un peu, on lance, on recule, on crie, on bombarde l'air de bravoure plus que la terre de coups décisifs. Les morts sont rares, les victoires symboliques, les affrontements plus rituels que stratégiques. Mais au milieu de cette tradition, un jeune guerrier observe avec une concentration qui dépasse l'exercice. Shaka regarde les lances voler, frôler, tomber. Il voit leur faiblesse. Une lance lancée n'est plus une arme. Une armée qui jette ses armes se met à nu. Il remarque aussi l'hésitation des guerriers qui en cherchent une autre sur le sol, la vulnérabilité du moment où le bras est vide, la panique qui traverse une ligne lorsqu'elle doit reculer pour se réarmer. Pour lui, c'est un défaut fatal. Personne n'avait osé remettre cela en question. Lui, si, Shaka commence à expérimenter secrètement. Il prend une lance, raccourcit sa hampe, alourdit sa lame, il cherche l'équilibre parfait, il la veut assez courte pour être maniée de près, assez lourde pour transpercer, assez stable pour frapper avec précision. Une arme qui ne vole pas, mais qui mord. Une arme qui oblige l'homme à s'approcher, à entrer dans la zone où tout se joue. Une arme qui ne se perd pas au vent. Il la teste, la reteste, la modifie, la durcit. De cette recherche naît une arme nouvelle, l'Ikloa. Son nom vient du son étouffé qu'elle produit lorsqu'elle entre puis ressort du corps. Un son que nul guerrier n'oublie. Avec cette arme, le combat n'est plus une danse à distance. Il devient une décision à bout de bras. Un acte sans échappatoire possible. Mais Shaka ne s'arrête pas à l'arme. Il se tourne vers le bouclier. Le bouclier traditionnel, large et encombrant, protège bien mais freine l'avancée. Il gêne plus qu'il n'aide dans un affrontement rapproché. Alors Shaka réinvente aussi cela. Il choisit un modèle plus long mais plus étroit. Un bouclier que l'on ne subit pas mais que l'on utilise. Un outil pour accrocher celui de l'ennemi, pour le tirer vers soi, pour ouvrir une brèche, pour imposer sa volonté dans le contact même. Avec l'Ikloa et ce nouveau bouclier, la guerre change. Ce ne sont plus deux masses qui s'observent de loin. Ce sont deux volontés qui se heurtent. Les guerriers ne jettent que plus leurs armes. Ils gardent la lame dans la main, avancent, frappent, repoussent, encerclent, dominent. Le choc remplace le rituel. La précision remplace le hasard. La stratégie remplace la tradition. Bien sûr, au début, beaucoup s'y opposent. Les anciens murmurent que Shaka se
prend pour plus sage que les ancêtres. On dit que ce garçon veut bouleverser l'ordre. On se méfie de celui qui innove. Mais la jeunesse, elle, observe. Elle voit l'efficacité. Elle comprend l'avantage. Elle reconnaît dans cette nouvelle arme une possibilité que les anciennes méthodes ne leur ont jamais offerte. Celle de gagner réellement et pas seulement d'impressionner. Quand les premières escarmouches éclatent contre des clans voisins, Shaka met l'Ikloa à l'épreuve. Ces hommes, entraînés à avancer plutôt qu'à reculer, surprennent l'ennemi. Le choc est brutal. Le combat ne s'étire pas en longueur. Il se décide dans l'instant. L'adversaire vacille. Certains fuient. D'autres tombent sans comprendre comment une bataille peut basculer si vite. Pour Dingiswayo, c'est un moment de révélation. Il comprend qu'il n'a pas devant lui seulement un jeune guerrier prometteur. Il comprend qu'il a devant lui un réformateur. Un homme qui regarde la guerre avec le regard de ceux qui pensent loin devant. Il voit que Shaka ne se contente pas de suivre les règles, il les réécrit. À partir de ce jour, quelque chose change définitivement. Le combat Nguni n'est plus le même. Une nouvelle manière de se battre est née. Une manière qui fera trembler la région entière. Une manière qui portera bientôt un nom plus grand que celui d'une arme, le style Zulu. Lorsque Shaka commence à imposer ses nouvelles armes et sa nouvelle manière de combattre, il comprend très vite que l'innovation seule ne suffit pas. Une arme n'est qu'un prolongement du bras. Et un bras ne vaut rien sans un corps qui sait quoi faire. Alors Shaka entreprend quelque chose de beaucoup plus ambitieux que d'inventer une lance. Il transforme les hommes eux-mêmes. Pour lui, un guerrier zoulou ne doit pas être simplement courageux. Tous les peuples d'Afrique australe ont des hommes courageux. Le courage est commun. Ce qui ne l'est pas, c'est la discipline, la constance, la capacité à faire ce que les autres ne peuvent pas faire, le pouvoir de tenir lorsque les jambes brûlent, lorsque la poussière colle au visage, lorsque le soleil écrase la poitrine comme une pierre chaude. C'est cette endurance-là, cette résistance-là qui sépare les combattants ordinaires des forces qui changent l'histoire. Shaka impose donc une nouvelle école, une école de rigueur absolue. Chaque jour, les jeunes guerriers parcourent des distances que même les chasseurs les plus expérimentés trouvent déraisonnables. Ils marchent pieds nus sur des sols durs, pierreux, brûlants, sans se plaindre. Non pas par cruauté, mais parce qu'un guerrier qui dépend de sandales n'ira jamais aussi loin que celui dont les pieds sont devenus aussi solides que la terre elle-même. Il veut que ces hommes soient capables d'avancer comme le vent, rapide, insaisissable, infatigable. Dans cette école, rien n'est laissé au hasard. Les mouvements sont répétés encore et encore, jusqu'à ce que le corps les exécute sans réfléchir. Shaka leur apprend à tenir leur bouclier comme un prolongement du torse, à tourner autour d'un adversaire comme un prédateur autour de sa proie, à frapper sans gaspiller un geste. Tout est dans le contrôle, dans la maîtrise, dans la précision. Les coups ne doivent pas être seulement puissants, ils doivent être justes. Mais au-delà du corps, Shaka construit un esprit collectif. Dans les anciennes traditions, chaque guerrier se battait pour sa famille, pour son clan, pour son honneur personnel. Lui veut autre chose. Il veut que chaque homme se batte pour le régiment tout entier, pour l'ensemble, pour un souffle commun. Il enseigne que l'individualisme est la première faille d'une armée et que la cohésion est sa première force. Sous son influence, les impies apprennent à se déplacer comme une entité unique. Si l'un avance, tous avancent. Si l'un recule, tous reculent. La pensée individuelle s'efface dans le mouvement partagé. Shaka introduit également l'idée du renoncement temporaire. Il interdit aux jeunes guerriers de se marier trop tôt, d'avoir une famille trop jeune, de se disperser entre leurs devoirs militaires et leurs responsabilités personnelles. Cette règle n'est pas populaire, mais elle est stratégique. Il sait qu'un homme qui porte sur ses épaules le fardeau d'un foyer combat différemment de celui qui n'a qu'une cause, son régiment. Il sait que les jeunes guerriers, libres de toute attache, peuvent se consacrer entièrement à leur formation. Grâce à cette discipline, les impies gagnent une qualité nouvelle, la vitesse. Ils apprennent à parcourir d'immenses distances en un rien de temps, à arriver sur un champ de bataille avant même que l'adversaire n'ait compris qu'ils étaient en marche. Leur capacité à surprendre devient une arme plus redoutable encore que leur lance. La rumeur court alors dans les collines. Les guerriers de Shaka n'avancent pas, ils apparaissent. Et puis, il y a la cohésion émotionnelle. Le sentiment d'appartenir à un corps plus vaste qu'eux-mêmes, les danses de guerre, les chants, les cris rythmés battus sur les boucliers. Tout cela n'est pas qu'un spectacle, c'est un ciment, une manière de rappeler à chaque guerrier qu'il n'est pas seul, que son souffle se confond avec celui des autres, que sa vie dépend de celle de son voisin et que la victoire elle-même n'est possible que s'ils avancent comme une seule et même créature. Peu à peu, les jeunes soldats changent. Leur posture change, leur démarche change, leur façon de regarder l'horizon change. Ils ne sont plus des hommes isolés, arrachés à leur clan.
Ils sont une armée qu'aucun autre peuple n'a encore affrontée. Une armée qui ne connaît ni la fatigue, ni la dispersion. Une armée qui ne se contente plus de survivre. C'est dans cette école de discipline que naît l'outil qui, un jour, portera un empire. Et au centre de cet outil, il y a Shaka, calme, exigeant, implacable, un sculpteur de chair et de volonté. Il arrive parfois dans la vie des peuples comme dans celle des hommes, un moment où l'histoire respire plus vite, où tout s'accélère sans prévenir, où un simple événement suffit à renverser l'ordre du monde. Pour Shaka, ce moment porte un nom, la mort de Dingiswayo. Dingiswayo était plus qu'un chef. Il était l'homme qui avait offert à Shaka un refuge, une structure, une chance d'exister autrement que dans l'ombre de l'humiliation. Sous son regard, l'enfant rejeté était devenu un soldat. Sous sa main, le soldat avait laissé apparaître un stratège, et sous son autorité, ce stratège commençait à rêver d'un horizon plus large que celui de n'importe quel clan. Mais la grandeur attire toujours les dangers, et Dingiswayo en avait un, Zwide, le puissant roi des Ndwandwe. Zwide, vieillard rusé, chef redouté, souverain installé depuis longtemps, n'aimait pas voir les Mtetwa gagner en influence. Il savait que Dingiswayo modernisait sa manière de gouverner, qu'il formait des régiments plus disciplinés, qu'il attirait les clans voisins. Pour Zwide, cela ressemblait à une menace, et les menaces, il préférait les éteindre avant qu'elles n'aient le temps de prendre forme. Un jour, lors d'une campagne militaire, Dingiswayo tombe dans une embuscade. Les Ndwandwe le capturent. Les récits diffèrent sur les détails, mais tous s'accordent sur l'essentiel. Zwide ordonne son exécution. Pas de négociation, pas de rançon, pas de respect entre souverains. Une fin brutale, sans cérémonie. Une fin qui n'est pas seulement celle d'un homme, mais d'un pilier politique. Lorsque la nouvelle arrive parmi les Mtetwa, le royaume s'effondre comme un village dont on aurait brisé le poteau central. Les régiments se dispersent, les familles prennent peur, les anciens se déchirent. Il n'y a plus de chef légitime, plus de vision partagée, seulement un vide immense, un silence dangereux, un futur incertain. Et dans ce chaos sans guide, il faut quelqu'un pour dire « Suivez-moi ». Beaucoup regardent Shaka. Ce n'est pas logique, il n'est pas de sang Mtetwa, il n'est pas héritier, il n'est pas chef de clan, mais il a quelque chose de plus rare, une autorité que l'on ressent avant même qu'elle soit déclarée. Son esprit, ses réformes, ses victoires d'escarmouche, son regard qui ne vacille jamais, tout cela inspire les guerriers. Beaucoup de soldats, jeunes et anciens, disent alors tout haut ce que les autres pensent tout bas. Si quelqu'un doit nous mener maintenant, c'est lui. Les Zoulous, qui étaient jusqu'alors un petit clan parmi d'autres, voient en Shaka l'occasion d'exister autrement. Ils le proclament chef, non par tradition, mais par nécessité. Et les survivants Mtetwa, dispersés, fuyant les Ndwandwe, viennent se joindre à lui. Certains par peur, d'autres par fidélité à la mémoire de Dingiswayo. Tous, pourtant, arrivent avec la même intuition. Ce jeune chef pourrait faire ce que même Dingiswayo n'a pas eu le temps d'accomplir. Mais Shaka hérite d'un royaume qui n'en est pas un. Il hérite de ruines. Il hérite d'une possibilité plus que d'un pouvoir. Face à lui, le géant Ndwandwe se renforce. Zwide croit avoir écrasé la menace. Il croit avoir coupé la tête du changement. Mais il ne sait pas encore qu'en tuant Dingiswayo, il a libéré Shaka. Il l'a poussé à l'endroit où un homme n'a plus le droit d'hésiter devant son propre destin. Shaka, désormais chef, regarde la région avec un calme effrayant. Il sait que la mort de Dingiswayo ne peut rester sans réponse. Il sait que Zwide ne se contentera jamais d'une demi-victoire. Il voit que sa survie dépend d'une seule chose, transformer son peuple, le réorganiser, le soulever et affronter ceux qui croient encore que les Zoulous ne sont qu'un petit clan insignifiant. Il sait que pour honorer son mentor, il doit aller plus loin que lui. Alors, il rassemble les impies, restructure les régiments, accueille les dispersés Mtetwa, impose ses réformes à plus grande échelle, renforce la discipline et prépare ce que les autres n'osent même pas nommer, une revanche. Le monde autour de lui se crispe. Les Ndwandwe grondent, les voisins observent et les Zoulous, autrefois éclipsés, commencent à comprendre qu'ils marchent derrière quelqu'un qui n'a rien oublié, rien pardonné et rien abandonné. Le jeune exilé humilié, le soldat silencieux, le stratège en devenir vient de devenir chef, pas par héritage, pas par hasard, par nécessité. Et dans les murmures du vent, certains disent déjà, c'est maintenant que le royaume Zoulou commence.
Après la mort de Dingiswayo, Shaka n'a pas le luxe d'apprendre lentement. Il est projeté dans un rôle pour lequel aucun rythme n'a été prévu. Le pays est instable, les clans sont dispersés et un géant rôde au nord, Zwide. Les Ndwandwe, nombreux, confiants, structurés, croient qu'ils peuvent écraser les Zoulous comme on souffle sur des braises. Pour eux, Shaka n'est qu'un jeune chef téméraire. Pour Shaka, ils sont un défi à la mesure de son ambition. Il comprend une vérité simple. Pour vaincre un ennemi plus nombreux, il faut devenir plus que des hommes alignés. Il faut devenir un mouvement, une forme vivante, une créature capable d'avancer, de se refermer, de frapper, de surprendre. Et pour créer cette créature, Shaka s'inspire du buffle. Le buffle est un animal que les chasseurs respectent. Il n'attaque jamais au hasard. Il avance en bloc, avec un front solide, des flancs rapides et une masse de renfort derrière lui. Lorsqu'il charge, il écrase, il disperse. Il ne laisse aucun espace pour la fuite. Shaka regarde la nature et il y voit une stratégie. Il entraîne ses guerriers à se déplacer selon 3 mouvements invisibles pour l'adversaire. Un centre qui avance et fixe l'ennemi, des ailes qui s'élargissent pour encercler et une réserve cachée derrière, prête à surgir là où tout vacille. Ce n'est plus une armée qui marche, c'est une pensée qui se déploie. Au début, les guerriers sont déconcertés. Ils n'ont jamais vu une formation aussi exigeante. Mais Shaka, patient et implacable, répète les exercices jusqu'à ce que les corps comprennent ce que l'esprit n'avait jamais imaginé. Les jeunes apprennent à courir non pas en ligne droite, mais en arc de cercle. Ils apprennent à disparaître dans la poussière, puis à réapparaître sur le flanc d'un adversaire. Ils apprennent à écouter non plus le tumulte du combat, mais le souffle commun du régiment. Quand le centre ralentit, tout ralentit. Quand les ailes s'écartent, tout s'écarte. Quand la réserve surgit, tout surgit. Une seule volonté, un seul rythme, un seul battement. Puis vient le jour où les Ndwandwe descendent en masse vers les terres Zoulou. Ils veulent terminer ce que Zwide a commencé, écraser à jamais les héritiers de Dingiswayo. Ils sont nombreux, confiants, pressés d'en finir. Mais en face d'eux, Shaka ne leur oppose pas une simple armée, il leur oppose une stratégie. Lorsque les deux forces se rencontrent, le centre Zoulou s'avance sans trembler. Il ne cherche pas la bravoure, il cherche la fixation. Il attire l'ennemi, comme un piège qui s'ouvre en apparence. Les Ndwandwe se ruent sur lui, croyant voir une faiblesse. Mais pendant qu'ils concentrent leurs forces sur le centre, les flancs Zoulou se mettent en mouvement. Ils contournent, ils se referment, ils coupent toute retraite. Les Ndwandwe, soudain, comprennent qu'ils ne sont pas face à des hommes qui reculent, mais face à une cage qui se ferme. Lorsque la poussière se soulève, le mouvement devient presque invisible. On ne voit plus des guerriers, on voit une forme qui s'étire, se courbe, s'enroule et finit par emprisonner l'ennemi. Et quand la réserve surgit derrière le front, l'encerclement est total. Les Ndwandwe ne comprennent pas comment une bataille peut basculer aussi vite. Ils pensaient affronter des hommes. Ils affrontent une stratégie devenue chère. Cette victoire n'est pas seulement une victoire militaire, c'est une démonstration. Les clans voisins comprennent que Shaka ne joue plus le même jeu qu'eux. Sa manière de se battre n'est pas une technique, c'est une vision. Une vision où l'on ne subit pas la force de l'ennemi, mais où on la détourne, on l'engloutit, on la retourne contre lui. Une vision où l'armée n'est pas un amas d'individus, mais une seule bête immense et silencieuse. Après cette bataille, les récits se répandent dans toute la région. On dit que les Zoulous peuvent apparaître et disparaître comme des ombres, que leur formation est impossible à briser, que leur chef a un esprit que la guerre ne peut pas surprendre. Certains clans cherchent son amitié, d'autres fuient avant même de le rencontrer. Et les Ndwandwe, autrefois terreur du Nord, commencent à perdre de leur arrogance. Le buffle n'est pas qu'une image, il devient une réalité politique, un symbole d'unité, de précision et de puissance. Et Shaka, en donnant à son peuple cette forme vivante, sait qu'il vient de franchir un point de non-retour. Le conflit avec Zwide n'est plus un simple affrontement de chefs, c'est un affrontement de vision. La sienne vient de prouver qu'elle peut devenir un empire. Après les premières grandes victoires de Shaka, la région entière semble devenir un sol qui bouge. Rien n'est stable, rien n'est prévisible. Les clans ne sont plus simplement des voisins, ils deviennent des vagues. Les frontières ne sont plus des lignes, elles deviennent des courants. Des familles entières se lèvent, comme à l'annonce d'un incendie, ramassent ce qu'elles peuvent et marchent vers l'inconnu. Le sud de l'Afrique entre dans une période où chaque mouvement en provoque un autre, comme si un immense animal secouait la savane d'un seul geste. Cette époque, les anciens l'appelleront plus tard le Mfekan, la grande dispersion, la grande tourmente. Contrairement à ce qu'ont raconté certains chroniqueurs étrangers qui cherchaient des explications simples à des réalités complexes, Shaka n'est pas l'unique responsable du Mfekan. Les causes sont multiples, profondes, entrelacées. Il y a les ambitions de Zwide, qui voulait étendre sa puissance. Il y a les conflits anciens entre clans Nguni, qui couvaient comme des braises sous les cendres. Il y a les sécheresses, les besoins en pâturage, les pressions économiques qui remuaient les terres. Il y a même, très loin au sud, les conséquences indirectes des colons qui perturbaient les équilibres traditionnels. Le Mfekan n'est pas une création, c'est un étau, une convergence de forces. Mais Shaka, lui, se trouve au centre du mouvement. La chute progressive des Ndwandwe, affaiblis par leur défaite contre lui, déclenche un premier grand déplacement. Des groupes entiers quittent leur village, traversent les rivières, se heurtent à d'autres populations, qui elles-mêmes doivent se déplacer pour survivre. C'est une succession de vagues, une chaîne sans fin. Un peuple qui fuit en pousse un autre, qui en pousse un troisième. Les migrations ne sont plus individuelles, elles deviennent collectives. Dans ce chaos, de nouveaux leaders émergent.
des hommes qui n'auraient peut-être jamais eu l'occasion de montrer ce dont ils étaient capables sans cette période de turbulence. Parmi eux, Mzilikazi, un ancien chef Kumalo, formé sous Shaka lui-même. Leur relation se brise sur une divergence. Un malentendu, une rivalité, peut-être un désaccord sur la loyauté. Peu importe. Mzilikazi part avec ses fidèles. Il fuit vers le nord-ouest, franchit des territoires hostiles, survit à des attaques, absorbe des groupes, s'impose par sa discipline et finit par fonder un royaume puissant, plus au nord, le royaume Ndebele. Les peuples qu'il rencontre parlent longtemps de cet homme dont les guerriers combattent, comme les Zoulous, avec la même vigueur, la même méthode. L'ombre de Shaka voyage plus loin que Shaka lui-même. Le Mfekan ne touche pas seulement les guerriers. Il touche les familles, les enfants, les vieillards, les femmes qui marchent avec des jarres d'eau sur la tête, les hommes qui portent leurs maigres biens, les troupeaux qui avancent comme une poussière vivante. On quitte des terres où les ancêtres sont enterrés. On cherche des endroits où recommencer. Certains villages disparaissent, d'autres naissent. Certains chefs tombent, d'autres surgissent. À l'ouest, les peuples Tswana se déplacent, se reforment, construisent de nouvelles alliances. Au nord-est, les Swazi profitent du tumulte pour consolider leur pouvoir. Dans les montagnes, Moshoeshoe rassemble des clans dispersés, les unifie et fonde ce qui deviendra plus tard le Lesotho. Lui aussi comprend que, dans les périodes de tempête, ceux qui savent rassembler survivent mieux que ceux qui se replient. Le Mfekan n'est donc pas seulement une fuite, c'est aussi un moment de création politique. Et pendant que ces mouvements traversent la région comme des cyclones humains, Shaka, lui, voit affluer vers lui des clans entiers qui cherchent protection. Beaucoup préfèrent s'unir aux Zoulous plutôt que de risquer d'être écrasés par les guerres qui secouent la région. Certains arrivent affamés, d'autres arrivent armés. Tous arrivent avec la même idée. Mieux vaut être avec Shaka qu'en face de lui ou livré à soi-même. Il absorbe ces groupes, les intègre à ses régiments, incorpore leur savoir, leurs chants, leurs pratiques et les transforme en une nation plus vaste que ce que les Zoulous avaient jamais imaginé être. À la sortie de ces vagues successives, le sud de l'Afrique ne ressemble plus à ce qu'il était. Les frontières ont bougé, les peuples ont changé de place, les relations politiques ont été réinventées, certains royaumes ont disparu, d'autres sont nés, d'autres encore se sont renforcés. Et au centre de cette recomposition, Shaka est devenu un point fixe, un repère, une force autour de laquelle tout s'est redessiné. Le Mfekan n'est pas une simple époque de guerre, c'est un souffle qui a remodelé tout un continent. Et Shaka, qu'on le voit comme un héros ou comme un défi, en fut la colonne autour de laquelle l'histoire a tourné. Quand les vagues du Mfekan commencent à se calmer, quand la poussière des migrations retombe et que les cris de guerre se font plus rares, beaucoup croient que Shaka se définit seulement par ses batailles. Qu'il est un conquérant, un maître de guerre, un homme qui s'impose par la vitesse et la puissance. Mais ceux qui le connaissent vraiment savent autre chose. Shaka ne vit pas seulement pour vaincre, il vit pour bâtir, pour ordonner, pour structurer, pour donner une forme durable à la force qu'il a créée. Les grandes victoires ne sont pas l'aboutissement de son œuvre. Elles ne sont que l'entrée, la porte d'un projet beaucoup plus vaste. Faire des Zoulous non plus un clan, mais un État. Shaka comprend mieux que personne que les batailles ne peuvent rien si l'intérieur d'un peuple reste fragilisé. Alors il observe les besoins, les failles, les tensions, les ressources. Il marche à travers ces terres, écoute les anciens, interroge les chefs, observe les troupeaux, les récoltes, les villages. Il ne gouverne pas depuis une hutte isolée. Il gouverne comme un homme qui veut sentir les battements du pays sous ses pieds. Une de ses premières priorités est l'organisation du territoire. Les villages, autrefois dispersés selon les aléas des familles et des saisons, sont réorganisés en cercles plus cohérents, plus faciles à défendre, plus simples à gérer. Ils développent des routes, pas des routes pavées comme dans les empires lointains, mais des axes de circulation stratégiques où les messagers peuvent courir sans obstacle, où les renforts peuvent se déplacer vite, où les ressources circulent sans se perdre. Il donne aussi une grande importance au système des messagers. Pour lui, une décision ne vaut que si elle arrive à temps. Il met en place des relais d'hommes jeunes, rapides, disciplinés, capables de parcourir de longues distances pour transmettre des ordres. Il sait qu'un royaume ne tient pas seulement sur la lance, mais sur la parole. Les messagers deviennent les nerfs du pays, ses artères invisibles. Shaka porte ensuite son attention sur l'économie, un domaine que beaucoup de chefs négligent, mais que lui considèrent comme la vraie base du pouvoir. Il sécurise les zones agricoles, protège les troupeaux, surveille les pâturages, anticipe les sécheresses. Il voit que les guerres ont déplacé des populations entières. Il décide donc d'encadrer ces mouvements. Les nouveaux arrivants ne sont pas abandonnés à eux-mêmes. Ils sont intégrés, orientés, installés là où le royaume en a besoin. Cette intégration renforce la diversité du royaume, enrichit ses savoir-faire et évite des tensions inutiles. Mais Shaka ne se contente pas d'organiser. Il surveille aussi. La loyauté est pour lui une matière fragile qui doit être nourrie par la justice autant que par la fermeté. Il nomme des chefs locaux non selon la naissance, mais selon la compétence et la fidélité. Certains sont des hommes qu'il a vu combattre, d'autres sont des sages qu'il a entendu parler. Il ne cherche pas des courtisans, il cherche des piliers, des hommes qui ne tremblent pas sous le poids de la responsabilité. Dans cette période, Shaka développe aussi une forme instinctive de diplomatie. Les premiers Européens qui remontent depuis le Cap ou la baie de Port-Natal ne le surprennent pas. Il les observe avec un sang-froid qui déstabilise. Il regarde leurs vêtements, leurs outils, leurs fusils, leurs gestes. Il ne se précipite pas vers eux. Il ne s'agenouille pas. Il ne les agresse pas non plus. Il évalue.
Il prend la mesure de leur influence potentielle. Il accepte certains échanges, mais reste prudent. Il sait que ces hommes peuvent devenir des alliés, mais aussi des serpents qui mordent sans prévenir. Alors il les traite avec la distance d'un chef qui ne se laisse jamais hypnotiser par la nouveauté. Au sein de son royaume, chacun introduit aussi une logique de service. Chaque génération a un rôle. Les jeunes forment les impies. Les plus âgés encadrent, transmettent, veillent. Les femmes gèrent l'essentiel de l'agriculture, détiennent une partie de la mémoire culturelle, assurent la stabilité domestique. Tout le monde a sa place. Et c'est cette répartition subtile qui donne au royaume sa cohésion. Peu à peu, les Zoulous changent, leur regard change, leur manière de vivre change. Ils cessent de se voir comme un simple ensemble de clans éparpillés. Ils commencent à se percevoir comme un peuple rassemblé par une discipline commune, une langue partagée, une fierté forgée dans la difficulté, et un chef qui regarde toujours plus loin que l'horizon. Ce n'est pas seulement par la guerre que chacun construit son royaume, c'est par l'ordre, par la vision, par la conviction que la force d'un peuple ne réside pas dans le nombre de ses guerriers, mais dans l'équilibre, la structure et la cohésion de son quotidien. Là où beaucoup voyaient en lui un conquérant, l'histoire, elle, voit se dessiner un bâtisseur. Dans la vie de Shaka, il y a eu des ennemis visibles, des batailles éclatantes, des victoires qui ont résonné dans toute l'Afrique australe. Mais il y a eu aussi une douleur plus sourde, plus intime, plus profonde que toutes les lances et toutes les guerres, la mort de sa mère, Nandi. Nandi n'avait jamais été une simple figure maternelle. Elle était son origine, son abri, sa première victoire contre l'humiliation. Elle avait porté seule la honte qu'on avait voulu coller sur son fils. Elle avait été la seule à croire en lui quand personne n'avait vu autre chose qu'un enfant de hasard. Elle avait traversé les plaines, subi les humiliations, affronté la faim, le mépris et l'exil. Et chaque fois, elle s'était relevée pour lui. Nandi était beaucoup plus que sa mère. Elle était la voix qui lui avait appris à ne pas se renier, la lumière au bout des années sombres, la racine qui l'avait tenu droit lorsqu'il était encore trop jeune pour tenir seul. Alors, quand elle tombe malade, Shaka ne voit pas qu'une femme s'affaiblir. Il voit son socle trembler, son monde se fissurer, son enfance revenir comme un tambour sourd. Les anciens racontent que pendant sa maladie, Shaka la visitait en silence, sans l'ombre du roi qu'il était devenu. Il s'asseyait près d'elle comme un enfant redevenu fragile, cherchant dans son souffle affaibli la force qu'elle lui avait donnée toute sa vie. Puis un jour, elle s'éteint. La nouvelle tombe sur le royaume comme une pluie noire. Les guerriers, les chefs, les familles, tous savent ce que Nandi représentait pour lui. Tous savent que ce n'est pas la mort d'une reine, mais la mort d'une part de son âme. Certains murmurent que Shaka ne parla pas pendant de longues heures, après qu'on lui annonça qu'elle n'était plus, qu'il resta debout, immobile, comme si la terre sous ses pieds venait d'être arrachée. D'autres disent qu'il marcha seul en pleine nuit, sans garde, sans torche, sans chemin, qu'il cherchait à échapper à un vide que même sa force ne pouvait remplir. Et lorsque Shaka revient parmi les siens, il n'est plus tout à fait le même homme. Son chagrin immense se transforme en sévérité. Il impose un deuil d'une rigueur qu'aucun Zoulou n'avait jamais connue. Pendant plusieurs mois, il interdit les récoltes, comme si la terre elle-même devait se mettre à genoux. Il prohibe toute consommation de lait, cette boisson associée à la vie, comme si la vie devait marquer une pause. Il bannit les fêtes, les danses, les unions. Certains disent qu'il ordonna que tous ceux qui n'exprimaient pas leur tristesse suffisamment fort soient punis. Pour lui, la douleur n'est pas une affaire intime. Elle doit être partagée, elle doit être visible, elle doit être à la hauteur de ce que Nandi fut pour lui. Mais un royaume ne peut vivre longtemps dans un deuil total. Les Zoulous, surpris et parfois oppressés par la sévérité de ces règles, commencent à ressentir une inquiétude nouvelle. Les murmures naissent. Les anciens s'interrogent. Les guerriers questionnent entre eux ce que Shaka devient. Non par rébellion, mais par souci. Ils sentent que le roi, si sûr de lui, vacille dans un endroit où personne ne peut l'aider. Ce n'est pas la puissance qui l'a changé. Ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas la victoire. C'est la perte de la seule personne devant qui il n'était pas obligé d'être invincible. Sans Nandi, Shaka perd non seulement sa mère, mais aussi la dernière voix capable de lui rappeler qu'il était un homme avant d'être un roi. Une fissure s'ouvre en lui. Une fissure que ni la discipline, ni les victoires, ni l'ordre du royaume ne peuvent combler. Et c'est dans cette fissure que s'annonce doucement le début des fragilités qui un jour l'emporteront. Après la mort de Nandi, le royaume continue d'avancer, mais Shaka, lui, avance différemment. Ce n'est pas un changement brutal, comme une tempête qui arrive d'un coup, c'est un glissement lent, discret, presque imperceptible, comme une fissure qui s'élargit jour après jour, dans une pierre qu'on croyait indestructible. Pendant des années, Shaka avait été porté par une énergie faite d'ambition, de lucidité et de certitude. Il avait toujours su ce qu'il devait faire, comme si le destin se tenait à ses côtés pour éclairer chaque décision. Mais la mort de Nandi lui enlève ce socle intérieur, cette force silencieuse qui équilibrerait un homme même au sommet du monde. Et lorsque ce pilier disparaît, le royaume
voit s'éveiller une autre facette de Shaka, une méfiance profonde, presque viscérale, qui se met à envahir son regard. Il commence à douter des intentions de ses proches, pas ouvertement, pas tout de suite, mais son silence devient plus lourd, ses pauses plus longues, ses décisions plus abruptes. Les généraux qui l'entourent sentent que quelque chose change. Certains se taisent par respect, d'autres par prudence. Tous observent. Le royaume, lui, continue de fonctionner. Les impies sont toujours disciplinés, les villages toujours organisés, les alliances toujours solides. Mais Shaka devient plus exigeant, plus dur, plus impatient. Là où il voyait autrefois une faiblesse à corriger, il voit désormais une menace à neutraliser. Là où il accordait autrefois du temps, il exige désormais une perfection immédiate. Ces excès ne viennent pas de la cruauté, ils viennent de la fatigue. D'une fatigue accumulée dans un homme qui n'a jamais eu le droit de relâcher ses épaules. Depuis son enfance, Shaka n'avait jamais vraiment respiré. Il avait grandi en se défendant. Il avait vécu en s'imposant. Il avait gouverné en se battant. Il avait protégé son royaume en restant constamment sur le fil. Et lorsqu'on vit sur le fil trop longtemps, même le cœur le plus solide finit par battre à contre-temps. Dans cette période, certains de ses choix politiques deviennent difficiles à comprendre. Il exige plus de discipline, encore plus de cérémonial, encore plus de contrôle. Il sanctionne plus vite, plus durement. Des décisions qui, autrefois, auraient été mesurées, deviennent brusques. Les anciens chefs qui l'avaient aidé à bâtir le royaume sentent que son esprit se trouble. Les guerres incessantes ont aussi leur part dans cette transformation. Les Zoulous doivent se tenir prêts en permanence. Zwaïd n'est jamais totalement vaincu. Et les mouvements nés du Mfekan créent des tensions partout autour. Shaka veut protéger son royaume, mais il le protège désormais avec une intensité presque fébrile. Il voit des dangers où il y a seulement de l'impatience. Il perçoit des trahisons dans des mots maladroits. Son royaume est solide, mais lui, intérieurement, ne l'est plus autant. La méfiance s'étend comme une ombre qui n'assombrit pas seulement son jugement, mais aussi ses relations. Certains généraux sont éloignés du pouvoir. Certains conseillers se taisent pour éviter sa colère. Certains clans, autrefois pleinement loyaux, se sentent surveillés comme des suspects. Personne n'ose le contredire ouvertement. Parce qu'on ne contredit pas un lion quand il a mal. Parce qu'on ne contredit pas un roi quand sa douleur cherche une sortie. Le peuple l'aime encore. Les soldats le respectent encore. Les chefs le craignent davantage qu'avant. Mais tous sentent que quelque chose s'est déplacé dans son cœur. Ce n'est pas un homme devenu tyran. C'est un homme devenu fragile au mauvais endroit. Un homme qui ne sait plus où déposer son chagrin. Un homme qui, habitué à gagner toutes ses batailles, ne sait pas comment mener celle qui se joue en lui. Et, comme souvent dans l'histoire des rois, ce trouble intérieur devient une porte ouverte pour ceux qui attendent dans l'ombre. La suite s'écrit déjà, silencieusement, dans les regards de ceux qui vivent près de lui. Car les royaumes ne tombent jamais d'un coup, ils commencent à tomber à l'instant où le roi cesse de se voir clairement lui-même. Dans les dernières années du règne de Shaka, un silence lourd entoure le palais de Bulawayo. Il n'est pas fait de menaces directes, ni de cris, ni de révolte. Il est fait de regards, de soupirs retenus, de conversations qui s'arrêtent quand un pas approche. C'est un silence qui ne naît pas de la peur d'un tyran, mais de l'inquiétude qu'inspire un roi affaibli par son propre chagrin. Et ce silence, comme toujours, finit par attirer les serpents qui attendaient qu'une brèche s'ouvre. Depuis la mort de Nandi, Shaka semble marcher sur un fil plus étroit chaque année. Sa vigilance n'est plus celle du stratège qui devine les mouvements lointains, mais celle d'un homme qui regarde derrière lui plus qu'il ne regarde devant. Certains jours, il retrouve son éclat d'autrefois, cette clarté qui avait guidé des milliers d'hommes. D'autres jours, il s'enfonce dans une dureté qui surprend même ceux qui l'ont vu grandir. Parmi ceux qui l'entourent, il y a ses demi-frères, Dengan et Melangana. Après la douleur, après la fatigue, après les deuils successifs, ils voient un roi qui ne ressemble plus tout à fait à celui qu'ils avaient connu. Pas un tyran, pas un fou, mais un homme vulnérable. Ce qui, pour un chef, est parfois plus dangereux que la folie elle-même. Ils voient aussi autre chose, le poids du pouvoir, le prestige du trône, la possibilité d'un règne plus souple, plus accommodant, plus ouvert à leurs ambitions. Et, comme souvent dans les cours royales, l'ambition trouve très vite un complice. Ce complice s'appelle Mbopa, un conseiller de longue date, un homme proche, jadis loyal, devenu inquiet. Il a vu Shaka changer, il l'a vu s'isoler, il l'a vu se méfier de la moindre hésitation. Et là où d'autres ont vu de la douleur, lui a vu une fragilité politique, une fragilité qu'il croit dangereuse pour le royaume. Peut-être est-ce vrai, peut-être est-ce un prétexte. L'histoire ne tranche jamais complètement les intentions des conspirateurs. Ce que l'on sait, c'est ceci. Dingan, Mlangana et Mbopa se rapprochent. Leurs discussions deviennent plus fréquentes, leurs regards plus lourds. Aucun ne prononce encore le mot renversement, mais chacun sait qu'il rôde, comme un souffle entre leurs dents. Ils n'imaginent pas une rébellion ouverte. Personne n'oserait affronter Shaka publiquement. Ils imaginent quelque chose de plus silencieux, plus discret, plus sûr, une rupture intérieure, une fin sans bataille. Pendant ce temps, Shaka, malgré ses troubles, ne cesse de porter son regard au loin. Certains récits disent qu'il réfléchissait à envoyer des émissaires vers les royaumes de l'Est africain, qu'il rêvait d'une alliance encore plus vaste, d'un réseau d'entente entre plusieurs peuples. D'autres racontent qu'il parlait de réformes agricoles, de nouvelles routes, de systèmes de surveillance renforcés. Un roi ne cesse jamais de rêver, même quand il est fatigué. Mais autour de lui, les ombres s'allongent. Dingan et Mlangana savent qu'ils ne pourraient jamais lui prendre le pouvoir tant qu'il reste entouré de ses régiments les plus fidèles. Alors, ils observent les moments où Shaka se trouve seul. Ils surveillent ses allées et venues. Ils regardent ses habitudes. Mbopa, lui, connaît les endroits où le roi se rend sans escorte lourde. Les lieux où il aime méditer, où il parle avec ses proches, où il retrouve un peu de silence. Et un jour, ce moment arrive.
Ce n'est pas une bataille, ce n'est pas un affrontement, c'est une trahison sans éclat, comme les tragédies les plus humaines. Dengan, Mlangana et Mbopa attirent Shaka dans l'un de ses espaces privés, un endroit où l'on ne s'attend pas à ce que la mort s'invite. Peut-être une cour intérieure, peut-être une petite enceinte ombragée. Les récits diffèrent, mais l'essentiel est le même. Le roi est surpris, entouré, sans sa garde rapprochée. Il ne comprend pas tout de suite. Il voit d'abord des visages qu'il connaît. Il entend des voix qu'il a déjà entendues des milliers de fois. Puis il voit les lances, les gestes rapides, la décision qui tombe comme un rocher dans un puits sans fond. On raconte que Shaka n'a pas supplié, on raconte qu'il n'a pas crié, on raconte qu'il a regardé ses frères une dernière fois, non pas comme un roi trahi, mais comme un homme qui comprend, trop tard, que sa plus grande faiblesse n'a jamais été ses ennemis extérieurs, mais les fissures à l'intérieur de son propre foyer. Lorsque Shaka tombe, ce n'est pas seulement un chef qui meurt, c'est un monde qui bascule. Le royaume Zoulou ne s'effondre pas, il continue, mais il ne sera plus jamais porté par cette force unique, cette vision brute, cette intensité humaine qui avait transformé un peuple dispersé en un empire redouté. Le corps de Shaka disparaît. Certains disent qu'il fut enterré en secret, d'autres qu'on ne sait toujours pas où repose son dernier souffle. Ce silence peut-être est sa dernière force, car les anciens disent souvent « on ne connaît jamais vraiment la tombe des géants ». Quand Shaka tombe sous les lances de ceux qui partageaient son sang, le royaume est traversé par un silence qui n'a rien à voir avec la peur. C'est un silence de stupeur, un silence lourd, un silence qui pèse comme une nuit trop longue. Les guerriers apprennent la nouvelle avec un mélange de sidération et d'incrédulité. Ils se souviennent de leur marche, de leur victoire, des chants qu'ils avaient portés, des routes qu'ils avaient tracées. Ils se souviennent de l'homme qui marchait devant eux, le premier à se lever, le dernier à s'asseoir. Ils se souviennent de son regard, celui qui voyait plus loin que la colline, celui qui lisait la faiblesse dans l'ennemi, celui qui voyait l'avenir dans les gestes de chacun. Mais les rois meurent, les royaumes continuent, et parfois, c'est dans ce passage que l'on mesure ce qu'un homme laisse vraiment. Dengan devient roi. Il cherche à stabiliser ce qui peut l'être, à calmer ce que Shaka avait rendu trop intense. Il assouplit certaines règles, relâche certaines pressions, tente de gouverner avec une main moins lourde. Mais, même couronné, il marche dans l'ombre de celui qui l'a renversé. Car Shaka n'était pas seulement un chef, il était une forme d'énergie, un souffle qui avait traversé les plaines, un mouvement qui avait changé le destin de centaines de clans. Le royaume qu'il laisse derrière lui n'est plus le clan Zoulou fragile d'autrefois. C'est une puissance, une structure, une nation organisée, disciplinée, respectée. Les impies continuent d'exister, les innovations militaires restent en place. Les alliances forgées pendant les années de conquête perdurent. Même les routes, les villages, les systèmes d'intégration portent encore son empreinte. Tout ce qu'il avait mis en place tient debout, même sans lui. Mais l'héritage de Shaka n'est pas seulement matériel, il est dans les mentalités, il est dans la manière dont les Zoulous se perçoivent eux-mêmes. Avant lui, ils étaient un clan parmi d'autres, entourés de peuples souvent plus puissants. Après lui, ils deviennent une référence, une force culturelle, une identité solide. Shaka leur a donné quelque chose que l'on ne conquiert pas par les armes, une conscience collective, une certitude d'être un peuple complet, capable de décider pour lui-même, capable de résister, capable de rêver grand. Et, au-delà des Zoulous, c'est toute l'Afrique australe qui porte son empreinte. Certains royaumes se sont formés dans la tourmente du Mfekan, d'autres se sont renforcés. Certains chefs, inspirés par Shaka ou repoussés par lui, ont changé leur manière de gouverner, leur manière de s'organiser, leur manière de se battre. L'ordre politique du sud de l'Afrique ne sera plus jamais le même après lui. Qu'on l'admire ou qu'on le critique, qu'on le glorifie ou qu'on le questionne, personne ne peut nier son impact. Son histoire, pourtant, n'est pas celle d'un héros sans défaut. C'est celle d'un homme immense, avec des clairvoyances rares, des forces exceptionnelles et des failles profondément humaines. Un homme forgé dans la douleur de son enfance, propulsé par le génie de sa vision, poussé par la nécessité de survivre, puis fragilisé par la perte de la seule personne qui connaissait son cœur. Chacun n'a pas laissé d'enfant pour porter son nom. Mais il a laissé un héritage plus vaste que n'importe quelle descendance. Il a laissé un peuple debout. Il a laissé un royaume structuré. Il a laissé une légende qui traverse encore les générations. Et c'est peut-être pour cela que sa tombe reste inconnue. Parce qu'un homme comme lui n'a pas besoin d'un lieu pour être rappelé. Il vit dans les chants, dans les récits, dans les mémoires qui se transmettent autour du feu. Il vit dans la manière dont les peuples de l'Afrique australe racontent leur propre histoire. Il vit dans chaque souffle de guerrier qui marche vers son destin. Les anciens disent que certains rois meurent, mais que d'autres deviennent des saisons. Shaka, lui, est devenu une saison éternelle, une saison de force, de transformation, de tempête et de renaissance. Et lorsque le vent passe sur les collines du KwaZulu-Natal, certains disent qu'il porte encore, très loin, le rythme des pas d'un homme qui voulut faire de sa vie une nation et de son peuple une force que nul ne pourrait oublier. Shaka a quitté ce monde, mais sa trace, elle, n'a jamais reculé. Les histoires que nous portons sont nos armes contre l'oubli. Si tu veux en entendre d'autres, abonne-toi, active la cloche
et retrouve-nous sous le baobab.